dans le département du Rhône, près de Lyon, se trouve un village fictif nommé Bellegarde-sur-Saône. Ce village est réputé depuis longtemps comme un centre de la charcuterie artisanale et du traitement de la viande. Une tradition transmise de génération en génération, des grands-parents aux enfants et petits-enfants. Chaque matin, le son des hachoirs et des couteaux s'entrechoquant sur les planches à découper résonnait depuis les petits laboratoires. L'arôme de l'ail, des herbes de Provence et de la viande fraîchement préparée se répandait, emplissant l'air du village. La vie des habitants suivait le rythme du marché matinal. La fumée des cheminées montait et les rires des enfants jouant dans les cours résonnaient. Tout semblait simple, chaleureux et empreint d'un esprit de communauté. Antoine Dubois était l'un des fils de ce village. Âgé de 33 ans, il travaillait comme cadre marketing pour une grande entreprise agroalimentaire à Paris. Malgré son emploi du temps chargé, Antoine s'efforçait toujours de préserver l'harmonie familiale. Il vivait dans une maison à 2 étages, assez coquette, avec sa femme, Sophie Dubois, leur fils Léo, âgé de seulement 5 ans, et son père, Samuel Dubois. La vie de ces 3 générations sous un même toit semblait paisible et aisée. Sophie Dubois était connue comme une femme douce et patiente. Elle était née dans un village voisin, issue d'une famille modeste. Depuis son mariage avec Antoine, elle s'occupait avec diligence de la maison et de l'éducation de leur fils. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, le panier repas, puis aider parfois à tenir un petit stand au marché. Léo, encore petit, était très attaché à sa mère. Son sourire était radieux, et il courait toujours accueillir son père lorsque celui-ci rentrait du travail. Pour Antoine, le bonheur n'était rien d'autre que de voir le sourire de Sophie et d'entendre le rire de Léo, accompagné de son père savourant un café chaud sur la terrasse. En mai 2022, Antoine fut envoyé en mission professionnelle à Paris pour une semaine. Ce voyage apporta de bonnes nouvelles. Il avait réussi à signer un contrat majeur qui promettait une belle évolution de carrière. Sur le chemin du retour, il fit délibérément un détour par Lyon. Il acheta un magnifique carré de soie pour sa femme et un jeu de construction que Léo désirait depuis longtemps. Son cœur était rempli de nostalgie, impatient de voir les visages réjouis de sa femme et de son fils en recevant leurs cadeaux. Lorsque le car s'arrêta au bord de la route près du village, Antoine prit une profonde inspiration. L'air de la campagne, mêlé aux odeurs des vignes et à la fumée des cheminées, lui réchauffa le cœur. Il marcha rapidement à travers la ruelle pavée qu'il connaissait si bien depuis son enfance. Dans son esprit, il ne désirait qu'une chose, serrer sa femme et son fils dans ses bras après ces jours de séparation. Cependant, quelque chose d'étrange arrêta ses pas. Le portail en fer forgé de la maison n'était pas verrouillé, seulement entrouvert. D'habitude, Sophie était toujours prudente, ne laissant jamais le portail ainsi. Antoine entra en appelant d'un ton joyeux, « Sophie. Léo. Papa est rentré. » Aucune réponse. Tout ce qu'il vit, ce fut Léo, assis, pensif sur le perron. Ses petits doigts serraient quelques cailloux. Son visage était sombre, très différent de d'habitude. En voyant son père, il tourna juste la tête un instant puis la rabaissa, sans courir dans ses bras comme à son habitude. Antoine sentit que quelque chose n'allait pas. Il s'approcha, posa la main sur l'épaule de son fils, et demanda d'une voix douce, « Où est maman, mon grand ?» Léo retint ses larmes, ses yeux s'emplirent d'eau. « Maman est partie. Maman a suivi un autre homme. » Cette phrase innocente frappa le cœur d'Antoine comme la foudre. Son corps se raidit, ses pensées s'embrouillèrent. Un enfant de 5 ans ne pouvait pas dire une chose pareille sans l'avoir entendue d'un adulte. Le cœur battant, Antoine entra précipitamment dans le salon. Là, il vit son père, Samuel Dubois, assis tranquillement en sirotant son café. Il avait 54 ans, une carrure robuste, la peau tannée, les mains rugueuses, marquées par des décennies de dur labeur en tant que charcutier-traiteur. L'odeur de la viande fraîche collait encore à ses vêtements. Le retour d'Antoine et le mystère de la disparition de Sophie. Remarquant l'arrivée de son fils, il leva à peine le visage. Son regard était calme et plat. Antoine demanda en bégayant, « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Sophie ? Pourquoi Léo dit-il ça ?» Samuel posa lentement sa tasse et prit une profonde inspiration. « Assieds-toi, Antoine. Il y a quelque chose de terrible que tu dois entendre. » Puis il commença à raconter. 3 jours après le départ d'Antoine, Sophie avait montré des changements. Elle recevait souvent des appels en cachette, s'apprêtait de manière plus voyante et semblait différente. 2 nuits auparavant, alors que tout le monde dormait, elle avait ouvert l'armoire, pris près de 3 000 €, puis était partie avec quelques vêtements. Le matin, elle n'était pas revenue. D'un ton amer, Samuel conclut, Sophie s'est enfuie avec un autre homme,
abandonnant son fils et sa famille. Antoine écouta, la poitrine serrée. Il ne pouvait pas y croire. Comment sa femme, qu'il connaissait comme étant simple, fidèle et aimante, pouvait-elle abandonner son fils unique pour une somme d'argent? Il se souvenait encore clairement de la fois où Léo avait une forte fièvre. Sophie avait veillé toute la nuit jusqu'à en être épuisée. Une mère comme celle-là ne pouvait pas abandonner son enfant. D'une voix tremblante, Antoine refusa. « Papa, tu mens. Sophie n'est pas comme ça. » Samuel le regarda fixement, le visage froid. « Tu ne sais rien. Moi, qui vis sous le même toit, je la connais mieux. Ne la cherche plus. Cela ne fera qu'apporter la honte sur la famille. » Mais le cœur d'Antoine refusait d'accepter. Il prit immédiatement son téléphone, essayant de joindre sa femme, mais n'entendit que la messagerie. « Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. » Il appela sa belle-mère, ses beaux-frères. Tous répondirent qu'ils ne savaient pas. Eux non plus n'avaient pas pu joindre Sophie ces derniers jours. La peur s'intensifia. Toute la journée, il fut agité, essayant de trouver une piste, sans succès. Le soir venu, il prit une décision difficile. Il allait signaler sa disparition à la police. Il était convaincu que sa femme ne s'était pas enfuie. Quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière l'histoire de son père. Et c'est à ce moment-là que le rideau sur la grande tragédie de cette famille commença à se lever. Cette nuit-là, le ciel au-dessus de Bellegarde-sur-Saône était sombre. Les étoiles étaient à peine visibles, couvertes par d'épais nuages. Antoine était assis, agité, dans le salon. Ses yeux étaient rouges à force d'avoir cherché des réponses toute la journée. Léo dormait sur ses genoux, sanglotant parfois doucement dans son sommeil. Dans un coin de la pièce, Samuel Dubois semblait toujours calme, tirant de temps en temps sur une cigarette roulée. Le calme de son père rendait Antoine encore plus suspicieux. Son esprit était rempli de questions. Si Sophie était vraiment partie, pourquoi n'y avait-il aucune nouvelle? Pourquoi tout semblait-il avoir été arrangé pour paraître logique? Le lendemain matin, Antoine prit son courage à deux mains et se rendit au commissariat de police de la ville voisine. Il fut reçu par un officier jeune, le commissaire Bernard Rousseau, chef de la brigade criminelle, connu pour sa minutie et sa perspicacité. Le visage d'Antoine était pâle, ses yeux gonflés, sa voix tremblait lorsqu'il raconta les événements. Il n'essaya pas de cacher ses soupçons envers son propre père. Le commissaire Rousseau écouta attentivement, notant chaque détail. Lorsque le récit fut terminé, il regarda Antoine avec sérieux. « Monsieur Dubois, j'ai traité de nombreux cas d'épouses parties avec un autre homme. Mais votre façon de raconter est différente. Il n'y a ni colère ni jalousie. Seulement la peur de la perte et la conviction de la fidélité de votre femme. Cela m'oblige à envisager d'autres possibilités. » Ces mots donnèrent un peu de force à Antoine. Il sentit qu'il n'était plus seul. Le commissaire Rousseau décida alors de donner suite à ce signalement. Le soir même, accompagné de 2 inspecteurs, il se rendit à la maison d'Antoine à Bellegarde-sur-Saône. L'explication du beau-père. L'arrivée de la police surprit visiblement Samuel Dubois un instant, mais il se reprit rapidement, affichant un visage calme. Il les accueillit poliment, leur servant même du thé. D'une voix assurée, il raconta à nouveau la même histoire. Sa belle-fille était partie avec de l'argent et s'était enfuie avec un autre homme. Cette fois, il ajouta même des détails sur les vêtements que Sophie portait cette nuit-là et le sac qu'elle transportait. Les inspecteurs examinèrent la chambre d'Antoine et Sophie. Il manquait effectivement quelques vêtements dans l'armoire. Tout semblait correspondre à l'histoire de Samuel. Aucune trace de lutte, aucune tache de sang, aucun désordre. La maison était si propre, si bien rangée, presque trop bien rangée. Un jeune inspecteur murmura à son supérieur que tout cela semblait normal. Peut-être qu'Antoine était simplement trop méfiant. Mais le commissaire Rousseau n'était pas d'accord. Il sentait justement que quelque chose clochait. Une maison qui venait d'être quittée par une mère abandonnant son jeune enfant en larmes ne devrait pas être aussi impeccable. Tout semblait avoir été arrangé pour paraître parfait. Et une perfection excessive est souvent le signe d'une mise en scène. Cette pensée tournait en boucle dans l'esprit du commissaire Rousseau. Alors qu'il sortait de la maison, franchissant le portail en fer, il se retourna une dernière fois vers la bâtisse à 2 étages. Étrangement, il avait un pressentiment, comme si cette maison cachait un sombre secret. Le soir, au commissariat, le commissaire Rousseau réunit sa petite équipe. Il expliqua ses premières constatations et partagea son intuition. Cette affaire n'était pas une simple fugue. Il y avait 2 axes d'enquête à mener simultanément. Premièrement, vérifier si Sophie avait réellement quitté le village. Toutes les caméras de surveillance, les gares routières,
les gares ferroviaires, les chauffeurs de VTC devaient être vérifiés. Son numéro de téléphone portable devait également être tracé pour connaître sa dernière position. Deuxièmement, enquêter plus en profondeur sur Samuel Dubois. Ce beau-père, trop calme, qui semblait avoir préparé son histoire. Toutes ses relations sociales, sa situation financière et sa relation personnelle avec sa belle-fille devaient être passées au crible. L'équipe reçut ses instructions avec détermination. Même si cela ressemblait à chercher une aiguille dans une botte de foin, il savait que la patience était la clé. Dès le lendemain, une équipe éplucha les enregistrements des caméras de surveillance du village et de la gare routière. Une autre équipe contacta l'opérateur de télécommunications pour tracer le dernier signal du téléphone de Sophie. Pendant ce temps, plusieurs inspecteurs en civil se mêlèrent à la foule au marché et dans les cafés du village, se faisant passer pour des acheteurs de charcuterie ou des commerçants venus d'ailleurs. Ils commencèrent à recueillir des informations auprès des voisins sur la famille Dubois. Les premiers jours, les témoignages recueillis semblaient banals. Samuel était connu comme un veuf travailleur, peu bavard, mais qui n'avait jamais eu de problème avec le voisinage. Sa relation avec Sophie était jugée normale, rien de suspect. Cependant, les résultats de l'enquête technique apportèrent un nouvel espoir. Les données de télécommunication montrèrent que la nuit où Sophie était censée être partie, son téléphone se trouvait toujours aux alentours de la maison. Après minuit, le signal avait complètement disparu. Pas de long trajet, pas d'appel sortant. Le téléphone s'était éteint près de la maison. Une autre découverte vint de la banque où Antoine et Sophie avaient leur compte joint. Leur compte n'avait absolument pas diminué. Le solde était intact. Il n'y avait eu aucun retrait de 3 000 €, comme l'avait affirmé Samuel. Avec ces deux preuves solides, l'histoire du beau-père s'effondrait. Il avait inventé une fable selon laquelle sa belle-fille s'était enfuie avec de l'argent. Or, l'argent n'avait pas disparu, et l'épouse n'avait jamais quitté le village. Dans la salle de réunion, le commissaire Rousseau regarda le rapport d'un air sombre. Le silence se fit. Tous commencèrent à réaliser qu'ils étaient confrontés à une affaire bien plus grave. Antoine signale la disparition à la police. Sophie ne s'était pas enfuie. Il était fort probable qu'elle ait été victime d'un acte criminel. Et la personne la plus susceptible de savoir ce qui s'était passé était Samuel Dubois. Mais sans preuve irréfutable, il ne pouvait pas l'accuser directement. Tout devait être fait avec prudence pour ne pas éveiller ses soupçons. Antoine apprit les résultats de l'enquête avec des sentiments mitigés. Il était soulagé, car sa confiance en la fidélité de Sophie était justifiée. Mais en même temps, son cœur était brisé. Car si Sophie n'était pas partie, cela signifiait qu'un malheur lui était arrivé. Antoine regarda leurs photos de mariage accrochées au mur. Les larmes coulaient sans cesse. En son fort intérieur, il priait pour que la vérité soit bientôt révélée. Les jours suivants marquèrent un tournant dans l'enquête. L'équipe sur le terrain rapporta des informations glanées aux 4 coins de Bellegarde-sur-Saône. Bien que la plupart des habitants ne connaissent Samuel que comme un travailleur acharné, quelques petites failles commençaient à apparaître. Certains commerçants du marché dirent que Samuel était souvent solitaire, se mêlant rarement aux autres. Il était considéré comme étrange, ne plaisantant jamais, et se concentrant uniquement sur son travail de charcutier. Cela pouvait sembler anodin, mais pour les enquêteurs, chaque petit détail pouvait avoir son importance. D'un autre côté, l'équipe technique, en examinant plus attentivement les enregistrements vidéo, constata qu'aucun véhicule, public ou privé, transportant une femme ressemblant à Sophie n'avait quitté le village la nuit de sa prétendue disparition. Tous les chauffeurs de cars, de VTC et même les taxis locaux furent interrogés. Mais personne ne se souvenait avoir transporté une passagère correspondant à la description donnée par Samuel. Ce fait renforçait encore les soupçons. Le commissaire Rousseau était assis, pensif, dans son bureau cette nuit-là. Les rapports s'accumulaient sur sa table. Il y avait une corrélation suspecte entre le calme de Samuel et les preuves qui contredisaient son histoire. Plus il y pensait, plus il devenait clair que la maison à 2 étages de Bellegarde-sur-Saône cachait un lourd secret. Il savait qu'il ne fallait pas se précipiter, mais le temps jouait contre eux. Chaque jour qui passait sans certitude rendrait les preuves plus difficiles à trouver. Pour percer le mur de silence de Samuel, le commissaire Rousseau décida d'envoyer un inspecteur expérimenté auprès du voisinage immédiat. Il s'agissait de l'inspecteur Hébert, un policier senior doué pour l'infiltration. Se faisant passer pour un fournisseur de produits alimentaires de la ville, il commença à fréquenter le café du village, à acheter de la charcuterie et à discuter nonchalamment avec les gens. Il fallut plusieurs jours avant qu'il ne se lie d'amitié avec une voisine vivant juste à côté de la maison de Samuel. Une femme d'âge mûr nommée Madame Fournier. Au début, Madame Fournier ne racontait que des choses banales.
Elle disait que la famille de Samuel semblait normale, bien que l'homme se mêle rarement aux autres. Mais alors que la confiance s'installait, Madame Fournier commença à parler à voix basse. Elle raconta que, ces derniers mois, Sophie était venue chez elle à plusieurs reprises, le visage anxieux. Lorsqu'on lui demandait ce qui n'allait pas, Sophie se contentait de sourire amèrement. Mais une fois, Sophie avait fondu en larmes et avait avoué ne pas se sentir à l'aise seule à la maison avec son beau-père. Madame Fournier raconta que Sophie se sentait souvent observée par Samuel d'une manière qui lui donnait la chair de poule. Ce n'était pas le regard d'un beau-père pour sa belle-fille, mais un regard qui lui faisait peur. Sophie avait même eu l'impression que quelqu'un l'épiait pendant qu'elle prenait sa douche. De plus, plusieurs de ses sous-vêtements personnels avaient disparu. Au début, elle avait pensé qu'ils avaient été emportés par le vent ou s'étaient perdus dans la lessive, mais seuls les siens manquaient. Les vêtements d'Antoine et de Léo étaient tous là. L'inspecteur qui écoutait l'aveu de Madame Fournier resta silencieux un long moment. Il savait que c'était une information en or. Enquête initiale. Il nota immédiatement tout en détail, enregistrant même la conversation avec un petit appareil dissimulé dans sa poche. Après s'être assuré que Madame Fournier se sentait en sécurité, il prit congé en promettant de ne pas laisser ce secret sans suite. Cette nuit-là, l'enregistrement de la voix de Madame Fournier fut diffusé dans la petite salle de réunion. Tous les inspecteurs écoutèrent, le visage tendu. Les mots simples sortis de la bouche de la voisine levaient le voile sombre qui était resté caché jusqu'alors. Le commissaire Rousseau joignit les mains. Son regard était vif. Il savait que le mobile qu'il cherchait commençait à apparaître. Cette affaire ne concernait pas l'argent. C'était une question de désir interdit qui avait grandi dans le cœur d'un homme pour sa propre belle-fille. Antoine fut convoqué pour écouter l'enregistrement. Lorsque la voix de Madame Fournier retentit, son corps fut pris de violents tremblements. Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Il n'avait jamais imaginé que le père qu'il avait toujours respecté nourrissait des désirs malsains envers sa femme. Le chagrin mêlé de colère lui oppressa la poitrine. Il regarda le commissaire Rousseau d'un air suppliant. « S'il vous plaît, retrouvez Sophie. » Le commissaire Rousseau posa une main sur l'épaule d'Antoine. « Nous ferons tout notre possible. Mais souvenez-vous, tout doit être fait dans le respect de la loi. Nous avons besoin de preuves plus solides. » Les jours suivants, l'enquête s'intensifia. Des experts de la police scientifique furent appelés pour réexaminer la maison de Samuel. Ils passèrent chaque recoin au peigne fin, soulevant les lattes du plancher, inspectant les murs. En entrant dans la chambre personnelle de Samuel, un jeune inspecteur remarqua une vieille armoire en bois dans un coin. Il tapota le fond de l'armoire et entendit un son creux. Avec précaution, la planche du fond fut délogée, révélant un petit espace caché. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois usé, couverte de poussière. Lorsqu'elle fut ouverte, tous restèrent figés d'horreur. Des dizaines de sous-vêtements féminins y étaient soigneusement rangés. Certains étaient encore souillés. Il y avait des taches qui n'étaient manifestement pas que de la poussière. Antoine, qui était présent, s'effondra. Il en reconnut plusieurs comme appartenant à Sophie. Ces objets devinrent la preuve tangible que l'histoire de Madame Fournier était vraie. Une obsession malade et déviante habitait Samuel depuis longtemps. Cette découverte donna une nouvelle direction à l'enquête. Il n'y avait plus aucun doute que Samuel cachait un sombre secret. La grande question suivante était, qu'avait-il fait à Sophie la nuit de sa disparition ? Tous commencèrent à réaliser que la vérité était peut-être bien plus horrible qu'ils ne l'avaient imaginé. Le commissaire Rousseau se tenait devant son équipe, le visage déterminé. Nous avons vu les premières preuves. Notre prochaine tâche est de trouver Sophie. Si elle n'est plus, nous devons trouver ce qu'il reste d'elle. Sans cela, nous ne pourrons pas clore ce dossier. Antoine regardait fixement par la fenêtre cette nuit-là. Le vent du village soufflait doucement, apportant l'odeur de la terre humide après la pluie. Mais dans son cœur, il n'y avait qu'un seul sentiment. Une peur mêlée de chagrin. Il savait que le chemin pour trouver la vérité venait de commencer et qu'il serait semé d'embûches. Ce matin-là, le commissariat de police était à nouveau en pleine effervescence. Tous les inspecteurs étaient réunis pour discuter de la prochaine étape. Le commissaire Bernard Rousseau se tenait devant un tableau blanc, un marqueur à la main. D'une voix ferme, il déclara que l'histoire de Samuel Dubois était clairement fissurée. Les preuves du téléphone portable, les relevés bancaires, le témoignage de la voisine et la découverte des sous-vêtements étaient autant de pièces qui pointaient dans une seule direction. Cependant, l'affaire ne pouvait être résolue sans certitude sur le sort de Sophie Dubois. Le commissaire Rousseau ordonna alors que la maison de Samuel soit placée sous surveillance discrète. Plusieurs membres de l'équipe furent déployés autour de Bellegarde-sur-Saône,
se faisant passer pour des commerçants ambulants ou des acheteurs de charcuterie. L'objectif était d'observer les faits et gestes de Samuel au quotidien. Les soupçons s'intensifient. Pendant ce temps, l'équipe scientifique fut chargée de réexaminer la maison et le laboratoire où il travaillait. Chaque recoin devait être inspecté avec des équipements modernes, allant des révélateurs de traces de sang aux caméras spéciales pour détecter les cavités cachées. Samuel semblait rester calme. Il continuait de vendre sa viande et sa charcuterie comme d'habitude au marché du village. Avec un grand couteau à la main, il découpait la viande, la pesait et servait les clients. Comme si de rien n'était. Lorsque certains habitants évoquaient sa belle-fille disparue, il se contentait de secouer lentement la tête en répétant que cette femme était partie avec un autre homme. Son léger sourire amenait les gens à le croire, du moins en surface. Mais pour les enquêteurs, ce calme excessif ne faisait que renforcer les soupçons. Les jours passaient et les résultats des analyses de laboratoire continuaient d'être collectés. D'un point de vue technique, aucune trace de sang humain n'a été trouvée sur le sol de la maison. Aucune trace de lutte dans la chambre de Sophie. Tout semblait rangé et propre. Trop propre pour une maison quittée précipitamment. Cela conforta le commissaire Rousseau dans son intime conviction que Samuel avait délibérément tout couvert. C'était un charcutier expérimenté. Habitué à manipuler le sang, les couteaux et la viande chaque jour. Il savait comment nettoyer parfaitement les traces. Antoine était de plus en plus accablé. Chaque nuit, il restait assis dans sa chambre, serrant dans ses bras son fils qui se réveillait souvent en appelant sa mère. Léo était encore petit, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il savait seulement que sa mère n'était pas rentrée depuis longtemps. Dans son impuissance, Antoine retourna au commissariat, suppliant pour que les recherches s'accélèrent. Il pleura devant le commissaire Rousseau. Sa voix était rauque à force d'avoir trop crié en silence. Le commissaire Rousseau serra la main d'Antoine. « Croyez-moi, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais la justice doit suivre son cours avec des preuves. Sans preuves solides, nous ne pouvons pas inculper quelqu'un. » Ces mots firent taire Antoine. Même si son cœur était brisé, il savait que la police travaillait dur, mais l'anxiété et le sentiment de perte le rongeaient jusqu'à la moelle. Il sortit du commissariat d'un pas lourd. À l'extérieur du bâtiment, un vieil ami l'aborda. Fabien, un camarade de classe d'Antoine devenu journaliste local, lui tapota l'épaule. « Antoine, j'ai entendu pour Sophie. Excuse-moi de n'arriver que maintenant. Si tu as besoin d'aide, j'écrirai. Je ferai savoir aux gens ce qui se passe. » Antoine regarda son ami avec des yeux embués. Il savait que Fabien était quelqu'un d'honnête et que parfois, la voix des médias pouvait faire pression sur ceux qui tentaient d'étouffer la vérité. Cependant, il craignait aussi qu'une nouvelle précipitée ne nuise à l'enquête. À contre-cœur, il dit simplement « Prie pour nous, Fabien, pour que Sophie soit retrouvée rapidement. » Pendant ce temps, dans la salle de réunion du commissariat, le commissaire Rousseau élaborait une nouvelle stratégie. Il souligna que même si Samuel n'avait encore rien avoué, son comportement en disait long. Lors de leur première rencontre, il avait trop rapidement fourni une histoire complète sur sa belle-fille. Comme s'il avait préparé un scénario. Ce n'était pas la réaction normale d'un beau-père dont la belle-fille a disparu sans laisser de traces. Pour renforcer les soupçons, l'équipe fut divisée en deux. Une équipe continuait la surveillance directe des faits et gestes de Samuel. L'autre creusait plus profondément ses relations sociales, cherchant à savoir s'il avait un casier judiciaire ou des conflits passés. Ils approchèrent également plus de voisins avec précaution, espérant que quelqu'un ait vu ou entendu quelque chose d'étrange autour de la maison à 2 étages. Le 3e jour de l'enquête complémentaire apporta une lueur d'espoir. Un jeune voisin avoua que la nuit de la disparition de Sophie, il avait entendu un bruit sourd et étouffé provenant de la maison de Samuel. Cependant, il n'osait pas l'affirmer car il pleuvait des cordes cette nuit-là et le bruit était couvert par le grondement de l'eau. Bien que vague, ce témoignage ajoutait au doute entourant l'histoire de Samuel. Le témoignage de la voisine. Au marché du village, la couverture de l'équipe commençait également à porter ses fruits. Ils remarquèrent que Samuel était très discipliné pour garder son laboratoire. Personne d'autre n'était autorisé à entrer dans sa cuisine à part lui. 2 grands congélateurs étaient toujours fermés à clé. Il était le seul à en détenir la clé. Cela soulevait de grandes suspicions. Car dans le secteur de la charcuterie artisanale, les membres de la famille aident généralement. Toutes ces informations furent collectées et analysées. Le commissaire Rousseau en conclut que Samuel non seulement couvrait la disparition de Sophie, mais qu'il avait probablement commis quelque chose de très grave. Cependant, sans preuve physique, il ne pouvait pas aller plus loin. Pendant ce temps, la pression de la famille de Sophie et de la communauté commençait à monter.
Les questions fusaient. Pourquoi la police n'avait-elle pas encore révélé la vérité? Cette nuit-là, le commissaire Rousseau était assis seul dans son bureau. La lumière était tamisée, des piles de dossiers couvraient la table. Dehors, la pluie tombait à nouveau. Il regarda la photo de Sophie qu'Antoine lui avait donnée. Le doux sourire de la jeune femme semblait le fixer droit dans les yeux. En son fort intérieur, il fit une promesse, je la trouverai, quoi qu'il arrive. Le 4e jour depuis le signalement, l'atmosphère au commissariat était de plus en plus tendue. Tous les membres de l'équipe sentaient que la vérité était proche, mais il leur manquait toujours la preuve décisive. Le commissaire Rousseau rappela à plusieurs reprises que chaque étape devait être prudente, car Samuel Dubois n'était pas n'importe qui. C'était un charcutier expérimenté, habitué à manipuler le sang, la viande et les outils tranchants. S'il était bien le coupable, il savait aussi comment dissimuler les traces. Pendant ce temps, Antoine s'enfonçait de plus en plus dans l'angoisse. Il passait ses nuits à regarder fixement la chambre de sa femme. Léo se réveillait souvent en appelant sa mère, ce qui lui brisait davantage le cœur. Il essayait de rester fort devant son fils. Mais chaque fois que la porte de la chambre se fermait, ses larmes coulaient sans retenue. Dans son désespoir, il n'avait qu'une seule conviction, Sophie n'aurait jamais pu les abandonner ainsi. D'un autre côté, la surveillance de Samuel se poursuivait. Chaque matin, il allait au marché, vendait sa viande, servait ses clients. Ses mouvements semblaient normaux, mais une chose rendait les enquêteurs de plus en plus méfiants. Il gardait son laboratoire avec une discipline de fer. Les 2 grands congélateurs n'étaient jamais ouverts devant d'autres personnes. Lorsqu'un voisin proposait son aide, Samuel refusait toujours, prétextant ne pas vouloir déranger. Cette attitude s'ajoutait à la liste des éléments suspects. Le commissaire Rousseau organisa alors une réunion spéciale. Il regarda tous les membres avec un visage sérieux. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à des histoires et des soupçons. Nous avons besoin de preuves tangibles. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, 2 mesures seront prises simultanément. Premièrement, demander une autorisation de perquisition officielle. Deuxièmement, s'assurer que toutes les preuves techniques sont collectées, y compris les résultats de laboratoire de chaque objet que nous suspectons. Ce plan fut accueilli par des hochements de tête fermes. Tous savaient que la perquisition était un pari risqué. S'ils réussissaient, ils pourraient trouver la preuve décisive. Mais s'ils échouaient, Samuel deviendrait encore plus méfiant et pourrait détruire toutes les traces restantes. Le jour suivant, le mandat de perquisition fut préparé. Le commissaire Rousseau le rédigea avec soin, joignant chaque preuve à l'appui. Des enregistrements téléphoniques montrant que le portable de Sophie s'était éteint à la maison, des relevés bancaires prouvant qu'aucun argent n'avait disparu, du témoignage de Madame Fournier sur la peur de Sophie à la découverte des sous-vêtements dans la chambre de Samuel. Tout fut exposé dans un rapport de plusieurs pages. Des faits bouleversants. En attendant la décision, l'équipe ne resta pas inactive. Il continuait de surveiller les alentours de la maison de Samuel. Un après-midi, l'un des inspecteurs remarqua que Samuel transportait un grand sac en plastique dans le jardin arrière. Après vérification à distance, le sac ne contenait que des restes d'os de porc à jeter. Mais ce petit événement confirmait une chose. Samuel avait l'habitude de traiter et de jeter des parties d'animaux sans laisser de traces. Une image horrible traversa l'esprit des enquêteurs. Et s'il avait utilisé cette compétence sur un être humain? Antoine ne pouvait plus contenir son anxiété. Il revint au commissariat. Assis face au commissaire Rousseau, le visage empreint de désespoir. Sa voix était faible, presque un murmure. « Monsieur le commissaire, je vous en supplie, peu importe le moyen, retrouvez Sophie. Ma vie est détruite sans elle. Mon fils a besoin de sa mère. » Le commissaire Rousseau le regarda intensément. Il prit une longue inspiration puis dit « Croyez-moi, Antoine, nous n'arrêterons pas tant que la vérité ne sera pas découverte. Mais je vous demande une chose. Restez fort pour Léo. Cet enfant n'a plus que vous maintenant. » Ces mots firent baisser la tête à Antoine. Ses larmes tombèrent sur le sol. Il savait que seule sa force morale pouvait protéger son fils. Le soir même, une nouvelle importante arriva. Le mandat de perquisition officiel avait finalement été approuvé. Le commissaire Rousseau rassembla immédiatement l'équipe, expliquant le plan en détail. Le lendemain matin, il passerait à l'action. La maison et le laboratoire de Samuel seraient fouillés de fond en comble. Pas un seul recoin ne devait être oublié. Cette nouvelle galvanisa toute l'équipe, mais il y avait aussi un sentiment d'appréhension, car il savait que ce qu'il pourrait trouver risquait d'être horrible. Antoine fut informé du plan. Son visage se crispa, ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de peur. Il voulait participer,
Mais le commissaire Rousseau dit simplement d'un ton calme. Vous pouvez être présent en tant que membre de la famille, mais soyez prêt à accepter n'importe quel résultat. Cette nuit-là, Antoine ne put dormir. Il s'assit à côté de Léo, qui dormait profondément, tenant la petite main de son fils. Dehors, la lune était à moitié pleine, sa lumière pâle pénétrait dans la chambre. Antoine murmura pour lui-même, « Sophie, si tu es encore là, tiens bon. Si tu es partie, je continuerai à chercher jusqu'à ce que je trouve la vérité. » Ailleurs, Samuel était assis dans le salon de sa maison, allumant cigarette sur cigarette. Son regard était vide, perdu dans l'obscurité de la nuit. Personne ne savait ce qu'il pensait. Mais le lendemain matin, le grand secret qu'il gardait depuis si longtemps commencerait à être révélé. Ce matin-là, Bellegarde-sur-Saône se réveilla dans une atmosphère inhabituelle. L'air était encore frais, une légère brume flottait au-dessus des champs. Lorsque plusieurs voitures de police s'arrêtèrent à l'entrée de la ruelle, des dizaines d'agents en uniforme descendirent d'un pas décidé. Ils ne firent pas de bruit, mais leur présence suffit à faire sortir les voisins de leur maison. Murmurant, plein d'interrogations. Le commissaire Rousseau marchait en tête. Son visage était fermé, sa main tenait le mandat de perquisition. Derrière lui, 2 inspecteurs de la police scientifique transportaient des mallettes d'équipement. Antoine suivait, le visage blême, les yeux gonflés par une nuit blanche. Il essayait de rester calme, mais son cœur était en proie à un tumulte d'espoir et de peur. Lorsque la porte de la maison s'ouvrit, Samuel Dubois se tenait sur le seuil. Son corps était droit, son tablier de travail taché de graisse, son visage semblait dur. Un éclair de surprise passa dans ses yeux, mais fut immédiatement masqué par un sourire plat. D'une voix rauque, il demanda « Qu'y a-t-il pour qu'il y ait tant de bruit si tôt le matin ?» Le commissaire Rousseau leva le mandat. « Nous avons un ordre officiel pour mener une perquisition dans votre maison et votre laboratoire, monsieur. Veuillez coopérer. » Samuel le regarda fixement, puis recula pour les laisser passer. « Allez-y. Je n'ai rien à cacher. » Ses paroles semblaient calmes, mais ses 2 mains tremblaient légèrement. Une perquisition terrifiante. La perquisition commença. L'équipe fut divisée en plusieurs sections. Certains inspectèrent le salon, d'autres passèrent au peigne fin les chambres, d'autres entrèrent dans la cuisine. Pendant ce temps, l'équipe scientifique préparait son équipement spécial. Chaque coin de la maison fut examiné méticuleusement, les lattes du plancher furent tapotées une par une, les murs éclairés à la lumière ultraviolette, même le plus petit trou ne fut pas épargné. Dans la chambre d'Antoine et Sophie, aucune trace de violence ne fut trouvée. Tout était en ordre, même trop en ordre. Seule l'armoire montrait quelques vêtements manquants. Conforme à l'histoire de Samuel, mais cette propreté excessive rendait le commissaire Rousseau encore plus méfiant. Lorsque l'équipe entra dans le laboratoire où Samuel travaillait habituellement, l'atmosphère changea. Une odeur de viande et d'épices saisit immédiatement les narines. La grande table en acier inoxydable était encore humide de sang animal. Des couteaux tranchants étaient suspendus, alignés au mur. Les 2 grands congélateurs ronronnaient doucement. Leurs portes étaient fermées hermétiquement. Un inspecteur murmura doucement, « Cet endroit est trop propre pour un laboratoire de charcutier. D'habitude, il y a des restes de graisse ou de sang qui traînent, mais ici, il n'y a presque rien. » Comme si tout était toujours nettoyé méticuleusement. Le commissaire Rousseau fixa longuement les 2 congélateurs. Son cœur se serra. Il savait que derrière le bruit du moteur de refroidissement se cachait peut-être la réponse qu'il cherchait. D'une voix assurée, il ordonna « Relevez les numéros de série et mettez sous scellé tout le contenu des congélateurs. Tout sera emporté au laboratoire scientifique. » Samuel, qui se tenait dans un coin de la pièce, semblait agité. Son visage restait plat, mais son regard vacillait. Il voulait dire quelque chose, mais ses lèvres tremblaient sans émettre de son. Antoine, qui le voyait, fut de plus en plus convaincu qu'un grand secret se cachait derrière ce calme apparent. Pendant ce temps, une autre équipe poursuivait l'inspection de la chambre personnelle de Samuel. La pièce était très différente du reste de la maison. Sombre, en désordre, une odeur âcre de fumée de cigarette y régnait. Après avoir vérifié les armoires et les tiroirs, un jeune inspecteur trouva une planche de bois mal fixée au fond d'une vieille armoire. Avec précaution, la planche fut délogée, révélant un petit espace caché. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois sculpté. Lorsque la boîte fut ouverte, tous furent stupéfaits. Des dizaines de sous-vêtements féminins y étaient soigneusement rangés. Certains étaient encore humides de taches. Antoine, qui vit cela, tomba à genoux. Il reconnut plusieurs pièces appartenant à sa femme. Il éclata en sanglots, son corps tremblant.
Le commissaire Rousseau referma la boîte, le visage sombre. Cette preuve ne montrait pas seulement la déviance de Samuel, mais renforçait également la suspicion que Sophie avait été victime de cette sombre obsession. L'atmosphère de la perquisition devint de plus en plus lourde. Les experts de la police scientifique continuaient leur travail, passant le sol au crible avec des liquides spéciaux. Dans le jardin arrière, la terre fut retournée, mais rien ne fut trouvé. Toutes les possibilités furent examinées, mais le corps de Sophie était introuvable. Les heures passaient, le soleil montait. La sueur coulait sur le front des agents. Antoine était assis dans un coin de la cour, le visage vide, le cœur brisé. Mais il savait que la vérité, petit à petit, commençait à émerger. Alors que l'équipe se préparait à conclure la perquisition, le commissaire Rousseau se tint à nouveau face au laboratoire. Son regard s'arrêta sur les deux grands congélateurs. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. D'une voix lourde, il dit « Emportez tout le contenu de ces congélateurs au laboratoire ». Immédiatement, les agents s'exécutèrent. Des dizaines de kilos de pâté, de saucissons et de viande préparée furent sortis, soigneusement emballés dans du plastique. Tout fut placé dans des glacières spéciales et étiqueté comme preuve. Les villageois qui regardaient de loin murmuraient, étonnés de voir de la nourriture ordinaire traitée comme des objets de valeur. Ils ne savaient pas que dans cette préparation se cachait peut-être le secret le plus horrible. Samuel restait juste là, rigide. Son visage était pâle. Une sueur froide coulait sur ses tempes. Mais il ne dit rien. Seul un regard vide accompagnait chaque paquet sortant de sa maison. Quand tout fut terminé, le commissaire Rousseau signa le procès-verbal. Il regarda Samuel intensement. Merci pour votre coopération. Nous donnerons suite aux résultats de cette perquisition. Samuel ne répondit pas, se contentant de s'asseoir sur une vieille chaise, la tête baissée. Antoine s'approcha du commissaire Rousseau, sa voix faible. « Monsieur le commissaire, est-il possible que Sophie soit là-dedans » Le commissaire Rousseau resta silencieux un long moment. Il ne voulait pas donner de réponse hâtive. Il ne prononça qu'une seule phrase. « Prions pour que la vérité éclate rapidement. » Des résultats forensiques choquants. Cette journée se termina dans une atmosphère pesante. Bellegarde-sur-Saône bruissait encore de rumeurs. Mais pour Antoine, cette nuit sembla plus longue que d'habitude. Il regarda le ciel sombre, suppliant Dieu de lui donner bientôt une réponse. Les jours suivant la perquisition furent remplis de tension. Les preuves, constituées de dizaines de kilos de pâté et de préparations de viande provenant de la maison de Samuel Dubois, avaient été transportées au laboratoire de police scientifique de Lyon pour être examinées. Les résultats pourraient prendre plusieurs jours, et cette attente était un supplice pour toutes les personnes impliquées, en particulier pour Antoine Dubois. Antoine passait son temps assis chez son ami Fabien, qui lui avait promis de l'accompagner depuis le début. Son visage était blême, son corps amaigri par le manque d'appétit. Fabien ne pouvait que lui tenir compagnie, essayant de lui parler de temps en temps pour que son esprit ne s'égare pas trop. Mais le regard d'Antoine restait vide, ses pensées uniquement tournées vers Sophie. Pendant ce temps, au commissariat, le commissaire Rousseau continuait de diriger de courtes réunions. Il soulignait que même si les résultats du laboratoire n'étaient pas encore arrivés, toutes les preuves déjà en leur possession devaient être approfondies. La boîte contenant les sous-vêtements féminins trouvés dans la chambre de Samuel était désormais au centre de l'attention. Ces objets furent photographiés, catalogués, et certains identifiés par Antoine. Presque tous appartenaient à Sophie. Ce fait renforçait la conviction qu'il y avait un mobile de désir déviant derrière tout cela. Mais le plus troublant était l'attitude de Samuel. Depuis le jour de la perquisition, il n'avait montré aucune résistance. Il n'était pas en colère, ne protestait pas, restait simplement silencieux. Il continuait à vendre comme d'habitude, comme si de rien n'était. Lorsqu'il était interrogé par les voisins, il répondait toujours calmement que sa belle-fille s'était enfuie avec un autre homme. Il semblait convaincu que personne ne pourrait prouver le contraire. Ce calme était justement ce qui effrayait les enquêteurs. Le commissaire Rousseau répétait à son équipe, une personne coupable mais convaincue de ne pas être découverte est généralement plus dangereuse qu'une personne qui panique. Samuel n'est pas un simple villageois, c'est un charcutier qui sait comment faire disparaître les traces. Certains membres de l'équipe commençaient à désespérer. Ils disaient que sans le corps de la victime, il serait difficile de prouver quoi que ce soit, mais le commissaire Rousseau ne baissait pas les bras. Il croyait que la science forensique moderne était capable de révéler la vérité, même à partir d'éléments semblant insignifiants. C'est pourquoi il attendait les résultats du laboratoire avec patience, bien que son cœur soit agité. Antoine venait souvent au commissariat pour s'enquérir des progrès. Chaque fois qu'il rencontrait le commissaire Rousseau,
la réponse était la même. Nous attendons toujours. Cependant, le regard de l'officier suffisait à convaincre Antoine que cette enquête n'allait pas s'arrêter. À Bellegarde-sur-Saône, les rumeurs commençaient à se répandre. Certains croyaient que Sophie s'était enfuie. D'autres, secrètement, suspectaient Samuel, mais tout se disait à voix basse. Personne n'osait parler ouvertement. La réputation de Samuel était trop établie dans le village. Il était connu comme un aîné travailleur, bien que taciturne. Pour beaucoup, il était difficile d'imaginer que derrière ce visage dur se cachait un sombre secret. L'atmosphère devint encore plus tendue lorsqu'un inspecteur rapporta une nouvelle découverte chez Samuel. En réexaminant la salle de bain, il avait trouvé un petit trou, de la taille d'une mine de crayon, dans la cloison en bois séparant la salle de bain de la chambre de Samuel. De ce trou, quelqu'un pouvait clairement voir à l'intérieur de la salle de bain sans être vu. Cette découverte fut consignée comme preuve supplémentaire, confirmant le comportement déviant de Samuel envers sa belle-fille. En entendant ce rapport, Antoine faillit s'évanouir. Il ne pouvait supporter d'imaginer que sa femme avait été espionnée en secret par l'homme qu'il appelait père. Un sentiment de dégoût et de colère se mélangea. Il couvrit son visage de ses deux mains, les larmes coulant sans cesse. Le commissaire Rousseau calma Antoine. « Croyez-moi, tout cela sera la clé pour prouver ce qui s'est réellement passé. » Le 3e jour après la perquisition, le téléphone sonna enfin dans le bureau du commissaire Rousseau. La voix à l'autre bout du fil était celle du chef du laboratoire de police scientifique. Sa voix était grave mais claire. « Nous avons effectué une première analyse sur plusieurs échantillons de pâté que vous avez envoyés. Les résultats montrent un mélange d'ADN humain à l'intérieur. » Cette phrase plongea la pièce dans un silence glacial. Le commissaire Rousseau ferma les yeux, retenant son souffle. Même s'il s'y attendait, entendre cette confirmation lui fit l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Il demanda d'une voix rauque, « Cet ADN correspond-il à l'échantillon de cheveux de Sophie Dubois que nous avons envoyé ?» La réponse de son interlocuteur lui glaça le sang. « Oui, la correspondance est de 100%. » Le commissaire Rousseau raccrocha le téléphone d'une main tremblante. Il regarda les inspecteurs qui attendaient. D'une voix basse, il dit, « La vérité est là. Samuel Dubois n'est pas seulement le coupable, il a aussi fait quelque chose que la raison ne peut concevoir. » La nouvelle fut immédiatement communiquée à Antoine. En l'entendant, le corps d'Antoine s'effondra sur le sol. Ses larmes coulèrent abondamment. Il ne pouvait pas accepter que sa femme bien-aimée ne soit plus que des fragments d'ADN dans une préparation de viande. Ses sanglots étaient déchirants. Léo, qui se trouvait à proximité, se mit à pleurer sans comprendre ce qui se passait réellement. Le commissaire Rousseau se leva, le visage dur. Il savait que le moment était venu. Samuel ne pouvait plus se cacher derrière son histoire mensongère. La preuve scientifique avait parlé. Un mandat d'arrêt devait être préparé immédiatement. L'arrestation de Samuel. Cette nuit-là, toute l'équipe se mobilisa. Les documents d'arrestation furent rédigés. L'approbation du procureur fut obtenue. Tout fut préparé pour le grand pas du lendemain matin. L'aube se leva sur Bellegarde-sur-Saône avec un ciel gris. Les moineaux gazouillaient dans les champs, ignorant que ce matin-là, leur village serait témoin de quelque chose d'inédit. Les routes étaient encore humides de la pluie de la nuit. Lorsque plusieurs voitures de police pénétrèrent à nouveau dans l'étroite ruelle menant à la maison de Samuel Dubois, ce n'était plus pour une perquisition, mais pour une arrestation. Dans la voiture, le commissaire Rousseau était assis, silencieux. Son visage était rigide comme de la pierre. Dans sa main, il tenait l'ordre d'incarcération officiel qui avait été signé. Sur la banquette arrière, Antoine était présent. Son visage était toujours sombre, ses yeux gonflés. Mais derrière tout cela, il y avait la volonté de voir la justice rendue. Lorsque le convoi s'arrêta devant la maison, Samuel se tenait dans son laboratoire. Ses mains coupaient la viande avec agilité. Le grand couteau dans sa main bougeait avec aisance. Comme s'il n'avait aucun fardeau. Quelques clients attendaient leur tour, ne réalisant pas qu'ils avaient affaire à un homme qui, dans quelques instants, serait arrêté pour des accusations monstrueuses. En voyant la police approcher, Samuel fut stupéfait un instant. Son sourire plat disparut, remplacé par un regard plein d'anxiété. Le couteau dans sa main tomba sur la table en acier, produisant un son métallique. Le commissaire Rousseau s'avança. Sa voix était ferme. « Samuel Dubois. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'implication dans le meurtre de Sophie Dubois. » La foule sur le marché devint soudainement bruyante. Les clients se regardaient les uns les autres. Certains se couvraient la bouche,
n'en croyant pas leurs oreilles. Samuel resta figé. Son visage était pâle. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient, son corps vacillait. 2 agents s'approchèrent et lui passèrent rapidement les menottes. Samuel ne résista pas. Il baissa simplement la tête. Une sueur froide coulait sur ses tempes. Antoine, qui se tenait un peu plus loin, regardait la scène les yeux pleins de larmes. Pour lui, cette scène était un cauchemar. Le père qu'il avait toujours respecté, la figure qu'il avait prise pour modèle, s'avérait être l'homme qui avait détruit sa vie. Samuel fut conduit à la voiture de police. Les villageois ne pouvaient que rester silencieux. Quelques femmes poussèrent des cris hystériques, n'arrivant pas à croire que leur voisin, connu pour être un travailleur acharné, gardait un si sombre secret. L'interrogatoire de la police. Au commissariat, Samuel était assis dans la salle d'interrogatoire. Son visage était tendu, ses yeux rouges, mais sa bouche essayait toujours de nier. Il insistait sur le fait que sa belle-fille était partie avec de l'argent. Il criait que toutes ces accusations n'étaient que calomnies. Le commissaire Rousseau ne se laissa pas provoquer. Il posa simplement un dossier sur la table. Ce dossier contenait les résultats du laboratoire prouvant que l'ADN de Sophie avait été retrouvé dans le pâté provenant de la maison de Samuel. Lentement, le dossier fut ouvert, les pages montrées une par une. Samuel lut, les yeux écarquillés. Ses lèvres tremblaient, la sueur coulait à flots. Finalement, sa défense s'effondra. Il couvrit son visage de ses 2 mains. Son corps tremblait violemment. Des sanglots rauques sortirent de sa bouche. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais les larmes d'un homme qui savait que son secret avait été découvert. Le commissaire Rousseau le regarda froidement. « Dites-nous tout. Qu'avez-vous fait à Sophie ?» Il fallut longtemps avant que Samuel ne commence à parler. D'une voix rauque, il avoua que depuis le début, il était attiré par la beauté de sa belle-fille. Son regard sur Sophie n'était pas celui d'un beau-père, mais celui d'un désir qu'il refoulait. Il l'épiait souvent depuis le petit trou dans la salle de bain, volant même ses sous-vêtements pour les garder. Cette nuit fatidique, alors qu'Antoine était en déplacement, il avait tenté d'approcher Sophie. Mais Sophie l'avait repoussé violemment, criant et se débattant. Craignant d'être découvert, Samuel l'avait étranglée de ses mains rudes. Le corps frêle de Sophie n'avait pas pu résister. Elle s'était effondrée et ne s'était jamais relevée. Après cela, Samuel avait utilisé ses compétences de charcutier pour effacer les traces. Il avait démembré le corps de Sophie, l'avait mélangé à de la viande de porc, puis l'avait transformé en pâté. Les os restants avaient été broyés dans une machine et donnés comme mélange pour la nourriture animale. Cet aveu laissa tous les inspecteurs présents sans voix. Même s'ils s'en doutaient, l'entendre de la bouche même de l'auteur leur donnait la chair de poule. Antoine, qui se trouvait dans la pièce voisine, entendit chaque mot à travers le haut-parleur. Son corps s'effondra, ses sanglots éclatèrent sans qu'il puisse les retenir. Fabien, qui l'accompagnait, ne put que serrer son ami fermement dans ses bras. Pendant ce temps, le commissaire Rousseau refermait le dossier. Son visage était dur. « Samuel Dubois, vos actes ont dépassé les limites de l'humanité. La loi vous infligera la peine la plus lourde. » Samuel ne faisait que sangloter, n'ayant plus la force de nier. Dehors, la nuit tombait silencieusement. Bellegarde-sur-Saône était encore sous le choc de la nouvelle de l'arrestation. Pour les habitants, tout cela était une leçon amère. Parfois, les monstres ne viennent pas de loin, mais sont ceux que l'on voit et que l'on salue chaque jour. Le cœur brisé d'Antoine. Antoine rentra chez son ami cette nuit-là d'un pas lourd. Léo dormait dans ses bras, ne sachant pas ce qui venait de se passer. Dans son cœur, il murmurait doucement, « Sophie, la vérité a enfin éclaté. Même si je suis détruit, je promets de m'occuper de Léo pour ton amour. » La nuit de l'arrestation de Samuel Dubois fut un tournant majeur dans l'enquête. Bien qu'il ait avoué ses actes, le commissaire Rousseau insista sur le fait que des aveux sans preuve n'étaient pas suffisants aux yeux de la loi. Par conséquent, tous les résultats de laboratoire et les pièces à conviction devaient être méticuleusement rassemblés pour le lier au tribunal. Le lendemain, l'atmosphère au commissariat était très active. L'équipe scientifique réexamina chaque pièce à conviction. Le pâté trouvé dans le congélateur fut examiné échantillon par échantillon. Les résultats ADN furent à nouveau comparés avec l'échantillon de cheveux de Sophie. Les résultats étaient cohérents. Tous montraient la présence d'ADN humain identique à celui de Sophie. Le commissaire Rousseau se tenait dans la salle de réunion, regardant le tableau blanc rempli de notes sur le déroulement de l'affaire. Il pointa du doigt une ligne épaisse reliant le nom de Samuel Dubois à celui de Sophie Dubois. D'une voix assurée, il déclara « Les preuves sont claires.
Les aveux du suspect, les témoignages des témoins et les résultats de laboratoire se corroborent mutuellement. Il n'y a plus de place pour le doute. Mais d'un autre côté, la douleur d'Antoine Santoso s'intensifiait. Il réalisait seulement maintenant que le corps de sa femme ne serait jamais retrouvé intact. Tout avait été mélangé dans cette préparation qu'il pensait n'être que de la nourriture. Ce matin-là, il était assis sur la terrasse de la maison de son ami, Fabien, regardant les champs verdoyants qui s'étendaient. Ses larmes coulaient sans cesse. Fabien s'approcha et s'assit à côté de lui. « Antoine, je sais que c'est dur, mais tu dois rester debout. Léo a besoin d'un père fort. » Antoine se tourna, le visage pâle. « Comment puis-je être fort, Fabien ? Ma femme ne m'a pas seulement été enlevée, elle a été traitée d'une manière inhumaine. Chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression que ma poitrine brûle. » Fabien tapota l'épaule de son ami. « La vérité a éclaté, Antoine. La justice suivra son cours. Ta tâche maintenant est d'élever Léo, de préserver l'héritage de l'amour de Sophie en lui. » Ces mots firent taire Antoine. Il savait que son ami avait raison, mais la blessure dans son cœur était trop profonde pour guérir rapidement. Pendant ce temps, dans sa cellule de détention, Samuel était assis, pensif. Son visage était défait, ses yeux vides. De temps en temps, il marmonnait pour lui-même, murmurant des mots indistincts. Les gardiens qui le surveillaient ne pouvaient que secouer la tête. Aucun regret n'était visible, seulement la peur que son grand secret ait été découvert. Le commissaire Rousseau vint voir son état. Il se tint devant la cellule, regardant l'homme qui n'était plus que l'ombre de la figure autrefois connue comme un travailleur acharné. « Samuel, sais-tu que ce que tu as fait n'a pas seulement pris une vie, mais en a aussi détruit beaucoup d'autres ?» Samuel ne répondit pas, se contentant de baisser la tête. Jour après jour, le dossier de l'affaire se complétait. Le témoignage de Madame Fournier, racontant les plaintes de Sophie avant sa disparition, devint l'un des éléments clés. Elle déclara fermement que Sophie avait pleuré, se sentant effrayée par le regard de son beau-père, et avait même perdu mystérieusement des sous-vêtements. Tout cela correspondait à la preuve de la boîte en bois, contenant la collection honteuse trouvée dans la chambre de Samuel. Les dépositions des experts scientifiques furent également ajoutées. Ils expliquèrent scientifiquement comment l'ADN humain pouvait survivre même après avoir été mélangé à d'autres viandes. Cette explication rendait l'affaire encore plus solide. Mais pour Antoine, tout cela ne faisait qu'ajouter à sa douleur. Chaque fois qu'il entendait un rapport, l'image du visage de sa femme ressurgissait. Il se bouchait souvent les oreilles, incapable d'imaginer comment Sophie avait vécu les derniers instants de sa vie. Léo, encore petit, continuait de demander après sa mère. « Pourquoi maman ne rentre pas, papa ?» Cette question frappait le cœur d'Antoine chaque fois qu'elle était prononcée. Il ne pouvait que serrer son fils fort dans ses bras, répondant doucement « Maman est avec Dieu, mon grand. » Pendant ce temps, la nouvelle de l'affaire commença à se répandre largement. Les médias locaux titraient en gros « Le charcutier de Bellegarde arrêté. Suspecté d'avoir tué sa belle-fille. » Bellegarde-sur-Saône était sur toutes les lèvres dans le département. Beaucoup de gens affluaient juste pour voir la maison de Samuel, un lieu désormais considéré comme maudit. Fabien écrivit un long article sur l'affaire. Cependant, il choisit un style différent des autres médias. Il ne se contenta pas de souligner la brutalité de l'acte de Samuel, mais décrivit aussi la souffrance d'Antoine et de Léo. Il voulait que le public voie le côté humain de cette tragédie, pas seulement le sensationnalisme. Cet article toucha de nombreux lecteurs. Certains vinrent même offrir leur aide à Léo. Le commissaire Rousseau, qui lut l'article, hocha la tête avec admiration. Il savait que la voix des médias pouvait aider à susciter l'empathie du public. Mais le plus important était que cette affaire soit rapidement portée devant les tribunaux pour qu'une décision de justice claire soit rendue. Une semaine après l'arrestation, le dossier fut finalement déclaré complet. Le parquet accepta de traduire Samuel en justice. Lorsque la nouvelle fut annoncée, Antoine pleura à nouveau. Non pas de tristesse, mais parce que la justice commençait enfin à poindre. Cette nuit-là, il s'assit dans la chambre de Léo, regardant son fils endormi. Il murmura doucement « Sophie, regarde, la justice commence à être rendue. Je ne pourrai peut-être pas te ramener, mais je m'assurerai que celui qui t'a prise paie de sa vie. » Un procès retentissant. Le jour du procès approchait. La nouvelle de l'arrestation de Samuel Dubois s'était répandue dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les médias écrivaient abondamment, qualifiant cette affaire de l'une des tragédies familiales les plus horribles. Bellegarde-sur-Saône, habituellement si calme, était désormais toujours animée par des étrangers venus juste pour voir la maison de Samuel.
comme si cette maison était devenue un monument du crime. Derrière cette agitation, Antoine Dubois essayait de vivre ses journées avec courage. Il emmenait souvent Léo se promener dans les champs pour que son fils n'entende pas constamment les chuchotements des gens. Mais malgré ses efforts, l'enfant posait toujours sa question innocente. « Papa, quand est-ce que maman rentre ?» Cette simple question était comme un couteau dans son cœur chaque fois qu'il l'entendait. D'un autre côté, les enquêteurs continuaient de travailler pour perfectionner le dossier. Le commissaire Rousseau insista sur le fait que les témoignages des témoins devaient être renforcés. Il rencontra à nouveau Madame Fournier, la voisine à qui Sophie s'était confiée. La femme raconta d'une voix tremblante, répétant l'histoire de Sophie qui avait pleuré chez elle, effrayée par le regard de son beau-père, et se sentant même épiée sous la douche. Le commissaire Rousseau nota chaque détail. Le témoignage de Madame Fournier renforçait l'idée que Sophie était effectivement sous pression avant de disparaître. De plus, plusieurs autres voisins témoignèrent. Ils avaient parfois vu Samuel se tenir longuement devant la chambre de sa belle-fille ou avaient entendu un bruit sur la nuit où Sophie aurait été tuée. Bien que vagues, toutes ces histoires ajoutaient des pièces au puzzle. Samuel lui-même était toujours en détention. Il parlait rarement, baissait le plus souvent la tête et fumait quand on lui en donnait l'occasion. Parfois, il marmonnait pour lui-même, comme s'il essayait de trouver une justification à ses actes. Mais chaque fois qu'un enquêteur venait, il devait quand même signer le procès-verbal qui consignait ses aveux. Le commissaire Rousseau entra une fois dans sa cellule. Il s'assit sur une chaise en face de Samuel. D'un ton froid, il dit « Tu peux essayer de nier au tribunal, mais tu ne peux pas lutter contre les preuves scientifiques. L'ADN ne ment jamais. » Samuel resta silencieux, son visage inexpressif. Chez son ami Fabien, Antoine essayait de réorganiser sa vie. Fabien, le journaliste, l'accompagnait toujours, écrivant ses articles avec soin pour que le public connaisse la souffrance de cette famille sans ajouter à la douleur. Les articles de Fabien étaient largement lus. Une organisation caritative le contacta même pour offrir de l'aide à Léo. Un après-midi, Antoine était assis sur la terrasse avec Fabien. Une brise légère soufflait depuis les champs, apportant l'odeur de la terre humide. Fabien dit doucement « Antoine, c'est peut-être un nouveau départ pour toi. Je sais que cette blessure ne guérira pas rapidement, mais ta vie est encore longue. Léo a besoin que tu restes debout. » Antoine regarda au loin vers les champs. Ses yeux étaient embués. « Je sais, Fabien. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de Sophie. À ces derniers instants, je n'étais pas là pour la protéger. Cette culpabilité me tue chaque jour. » Fabien lui tapota l'épaule. « Ne te blâme pas. Le seul coupable, c'est Samuel. Tu dois le croire. » Les jours passèrent. Le procès fut fixé pour commencer dans 2 semaines. Antoine reçut une convocation officielle pour comparaître en tant que témoin. Lire cette lettre fit trembler ses mains. Il savait qu'au tribunal, il devrait tout raconter depuis le début. Cela signifiait rouvrir des plaies encore fraîches. La veille de la première audience, Antoine pria longuement dans sa chambre. Léo dormait déjà profondément. Il s'agenouilla, regardant le ciel sombre par la fenêtre. « Mon Dieu, donnez-moi la force. Ne me laissez pas m'effondrer lorsque je devrai parler pour ma femme. Faites que la vérité triomphe. » De son côté, le commissaire Rousseau se préparait également. Il savait que cette affaire attirerait l'attention nationale. Il insista auprès de son équipe pour que toutes les preuves soient impeccablement organisées. Les photos, les résultats de la perquisition, les rapports de la police scientifique, les témoignages des voisins, jusqu'à cette boîte en bois contenant les sous-vêtements répugnants, tout devait être prêt à être présenté dans la salle d'audience. L'atmosphère à Bellegarde-sur-Saône devint de plus en plus pesante. De nombreux habitants commencèrent à s'éloigner de la famille de Samuel. La bonne réputation qu'il avait autrefois fut détruite en un instant. La maison à 2 étages était maintenant vide et silencieuse, seulement gardée par un ruban de la police. Certains jeunes du village murmuraient que la maison était hantée. Pendant ce temps, Léo continuait de poser des questions sur sa mère. Antoine choisit finalement de lui dire la vérité avec des mots simples. « Maman est avec Dieu, mon grand. Elle ne reviendra pas, mais elle te regarde toujours de là-haut. » Léo écouta avec de grands yeux, puis serra son père fort dans ses bras. « Papa, ne m'abandonne pas. » Ces mots firent pleurer Antoine en silence. Les jours passèrent. Jusqu'à ce que la date du procès se rapproche inéluctablement. Antoine sentait ces instants comme un compte à rebours vers la dure réalité qu'il devait affronter. Mais au fond de son cœur, il savait que c'était la seule façon pour Sophie d'obtenir justice. Le verdict final. Le jour du procès arriva enfin.
Le palais de justice de Lyon était bondé depuis le matin. Des journalistes avec leurs caméras et leurs carnets de notes se pressaient devant la porte, cherchant l'opportunité de couvrir l'affaire qui avait captivé toute la région. La police assurait une sécurité stricte pour que le processus judiciaire se déroule sans encombre. Antoine Dubois arriva tôt avec son ami Fabien. Son visage était pâle, son corps semblait amaigri. Dans sa main, il serrait fermement une photo de Sophie Dubois. Comme si cette photo était sa source de force. Léo n'avait pas été emmené, trop petit pour assister à cette dure réalité. L'enfant avait été confié temporairement à des parents éloignés dans un autre village. Dans la salle d'audience de la cour d'assises, l'atmosphère était silencieuse mais pleine de tension. Les magistrats prirent place. Le procureur de la République préparait son dossier. Pendant ce temps, l'avocat de la défense de Samuel Dubois organisait ses documents sur sa table. Lorsque Samuel fut amené, les mains menottées, toute la salle retint son souffle. Samuel était très différent de l'homme autrefois connu comme le charcutier robuste. Son corps était maintenant mince, son visage terne, ses cheveux en désordre, mais ses yeux essayaient encore de montrer de la fermeté. Comme s'il voulait se convaincre lui-même qu'il pouvait tenir bon. Le procureur ouvrit l'audience en lisant l'acte d'accusation. Sa voix était ferme et résonnait dans la salle. L'accusé, Samuel Dubois, est inculpé d'assassinat, avec préméditation, sur la personne de sa belle-fille, Sophie Dubois. De plus, l'accusé est également reconnu coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de vol d'effets personnels de la victime, et de tentative de dissimulation de preuves par des moyens inhumains. Chaque phrase lue faisait baisser la tête à Antoine. Ses larmes coulaient. Il serrait la photo de sa femme si fort, comme s'il sentait Sophie à ses côtés. Ce fut au tour des témoins d'être appelés. Madame Fournier entra dans la salle d'audience, le visage tendu. Elle témoigna que Sophie s'était souvent confiée à elle, se sentant effrayée et mal à l'aise à cause du regard de son beau-père. Elle raconta également comment Sophie avait mystérieusement perdu ses sous-vêtements. Sa voix tremblait, mais elle resta ferme. Ensuite, ce fut au tour d'Antoine d'être appelé. Il s'avança d'un pas lourd. Tous les yeux étaient tournés vers lui. D'une voix rauque, il raconta le jour où il était rentré de son voyage d'affaires, trouvant sa femme disparue et entendant l'histoire de son père qui prétendait qu'elle s'était enfuie avec de l'argent. Il insista sur le fait que sa femme n'était pas ce genre de femme. Pendant qu'Antoine parlait, Samuel baissait la tête. Aucune protestation, aucune réfutation. Seulement de temps en temps, il poussait un long soupir. Le procureur montra ensuite les preuves. La boîte en bois contenant les sous-vêtements. Les résultats ADN du laboratoire sur les préparations de viande. Les photos de la perquisition. Tout fut exposé clairement. Chaque preuve ajoutait à la conviction que Samuel était bien coupable. Lorsque la boîte en bois fut ouverte dans la salle d'audience, des murmures et des sanglots s'élevèrent de l'assistance. Antoine ne put supporter de voir, couvrant son visage de ses mains. Le président de la cour regarda fixement Samuel. Il lui demanda s'il souhaitait répondre. Samuel murmura juste faiblement « J'ai dérapé ». Le procès se poursuivit avec la plaidoirie de l'avocat de Samuel. Il tenta d'alléger la peine en invoquant une pression psychologique et des troubles mentaux. Mais le procureur réfuta fermement, déclarant que cet acte était le résultat d'une pleine conscience, planifiée et impardonnable. Ce jour-là, l'audience fut suspendue pour donner le temps à la cour de délibérer. Mais à en juger par l'expression des magistrats, le public pouvait sentir que la direction du verdict était claire. Dehors, Antoine était assis sur les marches, le visage fatigué. Fabien l'accompagnait, lui tapotant l'épaule. « Tu as fait ta part, tu as parlé pour Sophie. » Antoine hocha la tête. Ses yeux étaient encore embués. « Je veux juste que Sophie repose en paix. Je veux que Léo grandisse sans l'ombre de ce mensonge. » Le soleil de l'après-midi illuminait le palais de justice, colorant ses murs d'une lumière dorée. Derrière cette lumière, un nouveau chapitre s'écrivait. Celui d'une justice qui, enfin, émergeait lentement. Même si elle ne pourrait jamais effacer la douleur. Le lendemain, la salle d'audience était à nouveau pleine. Habitants du village, journalistes et même étudiants en droit s'étaient précipités. Tous voulaient assister à la suite de ce procès qui était sur toutes les lèvres. Conclusion et message de vie. La cour entra dans la salle avec un visage sérieux. Après avoir frappé du marteau, l'audience reprit. Le procureur poursuivit en lisant les résultats de l'expertise scientifique en détail. La voix du procureur était ferme. Chaque mot était comme un marteau frappant le cœur de tous les présents. Il expliqua comment l'ADN humain avait été trouvé dans la préparation de viande.
comment les résultats correspondaient à 100% à l'ADN de Sophie Dubois, et comment les preuves supplémentaires des sous-vêtements de la victime renforçaient toutes les accusations. Toutes les données scientifiques furent présentées sans laisser de place au doute. Antoine, assis au banc des témoins, écoutait le cœur brisé. Chaque phrase était comme un poignard dans sa poitrine. Il couvrit son visage de ses deux mains, retenant ses sanglots pour ne pas qu'ils s'entendent. Fabien, à côté de lui serrait fermement l'épaule pour lui donner de la force. Lorsque ce fut au tour de la défense, l'avocat de Samuel tenta d'avancer l'argument que l'accusé souffrait de détresse psychologique, vivant seul depuis la mort de sa femme des années auparavant. Il qualifia ces actes de trouble mental incontrôlé. Mais cet argument semblait faible face à des preuves aussi accablantes. Le président se tourna alors vers Samuel. L'accusé souhaite-t-il dire quelque chose? La salle devint silencieuse. Samuel leva lentement le visage. Ses yeux étaient rouges, sa voix rauque. « J'ai dérapé, votre honneur. Je ne sais pas quel démon m'a possédé cette nuit-là. » Il se mit à sangloter. Mais ses larmes ne suscitèrent aucune sympathie. Au contraire, beaucoup baissèrent la tête, horrifiés par l'aveu d'un homme capable d'ôter la vie à sa propre famille. Antoine le regarda, les yeux pleins d'eau. Dans son cœur, il voulait crier, mais ses lèvres restaient scellées. Pour lui, il n'y avait plus de mots de pardon. La Cour leva alors l'audience de ce jour, déclarant que le verdict serait rendu la semaine suivante. Cette décision fit battre le cœur de tout le monde plus fort. Cette nuit-là, Antoine rentra chez son ami. D'un pas lourd. Léo courut l'accueillir, serrant la jambe de son père. « Papa, quand est-ce que maman rentre ?» Antoine s'agenouilla et serra son fils fort dans ses bras. Les larmes coulaient abondamment. Il murmura doucement. « Maman est avec Dieu, mon grand. Elle ne rentrera pas, mais elle nous regarde toujours de là-haut. » Fabien, témoin de la scène, resta silencieux. Il savait que son ami portait un fardeau extraordinaire. Le verdict final. La semaine d'attente fut une agonie pour Antoine. Chaque jour semblait durer une éternité. Il passait ses journées aérées, incapable de se concentrer, le poids de l'anticipation lui écrasant la poitrine. Fabien faisait de son mieux pour le distraire, mais l'esprit d'Antoine était ailleurs, fixé sur cette salle d'audience qui détenait le dernier chapitre de son drame personnel. Enfin, le jour du verdict arriva. Une fois de plus, le palais de justice de Lyon était pris d'assaut. L'affaire avait captivé la nation, devenant un symbole sombre de la trahison familiale et de l'horreur cachée. Les caméras de télévision étaient alignées sur le parvis. Antoine arriva, le visage fermé, portant le même costume sombre que lors de sa première déposition, la photo de Sophie glissée dans la poche intérieure, contre son cœur. Lorsque Samuel Dubois fut introduit dans le box des accusés, il parut encore plus diminué. Son regard était terne, sa carrure autrefois robuste s'était affaissée. Il ne regarda ni Antoine, ni le public. La salle retint son souffle lorsque les 3 magistrats professionnels et les jurés de la cour d'assises entrèrent. Le silence était absolu. Le président de la cour se leva, ajusta ses lunettes et commença la lecture du verdict. Il parla d'une voix neutre mais grave, rappelant les faits établis, les témoignages poignants et les preuves scientifiques irréfutables. Considérant les témoignages concordants, les preuves matérielles et les résultats de l'analyse ADN ne laissant place à aucun doute. Antoine ferma les yeux. Ses mains tremblaient si fort qu'il les joignit pour les immobiliser. Considérant la nature particulièrement odieuse des faits, l'assassinat de Sophie Dubois, épouse de votre fils, commis avec préméditation. Considérant les actes de barbarie ayant suivi le décès, visant à faire disparaître le corps de la victime d'une manière abjecte et inhumaine. Un frisson collectif parcourut l'assemblée. La Cour, à l'unanimité, déclare l'accusé, Samuel Dubois, coupable des faits qui lui sont reprochés. Antoine laissa échapper un sanglot étouffé. Ce n'était pas fini. Le président poursuivit, en répression de ces crimes, la cour d'assises du Rhône condamne Samuel Dubois à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le coup de marteau retentit, scellant le destin de Samuel. Samuel Dubois ne réagit pas. Il resta assis, la tête basse, comme si la sentence ne faisait que confirmer ce que son âme savait déjà. Il n'était plus qu'une enveloppe vide. Antoine, lui, s'effondra en avant, le visage entre ses mains. Les larmes qu'il avait retenues pendant des semaines se déversèrent enfin. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais un déluge de chagrin, de soulagement et d'épuisement total. Fabien posa sa main sur son dos, le protégeant tandis que les flashs des appareils photo crépitaient, capturant la fin de cette tragédie. Justice avait été rendue pour Sophie.
Mais pour Antoine, la vraie peine commençait, vivre le reste de sa vie avec cette réalité. Épilogue et leçon de vie. Le temps passa. Le tumulte médiatique autour de l'affaire du charcutier de Bellegarde s'apaisa, remplacé par d'autres drames, d'autres gros titres. Mais à Bellegarde-sur-Saône, la cicatrice resta béante. Le village, autrefois fier de sa tradition charcutière, portait désormais cette histoire comme une tache indélébile. La maison à 2 étages de Samuel Dubois resta vide, les volets clos, mise sous scellé par la justice. Les enfants n'osaient plus jouer dans la ruelle, et les adultes la contournaient en se signant, murmurant qu'elle était hantée par le chagrin de Sophie. Antoine Dubois ne revint jamais au village. Il vendit la maison, cet endroit rempli de souvenirs heureux désormais souillé par l'horreur. Avec l'aide de Fabien, il trouva un nouvel appartement à Lyon, dans un quartier anonyme où personne ne connaissait son visage ou son histoire. Sa vie devint entièrement dédiée à Léo. 2 ans plus tard, par un après-midi d'automne ensoleillé, Antoine était assis sur un banc du parc de la Tête d'Or. Léo, maintenant âgé de 7 ans, courait après des pigeons, ses rires clairs résonnant dans l'air frais. La douleur n'avait pas disparu, Antoine savait qu'elle ne le quitterait jamais, mais elle s'était transformée. Elle n'était plus une flamme qui le consumait, mais une braise chaude logée au fond de son cœur, un rappel constant de l'amour qu'il avait perdu. Léo revint en courant et se blottit contre son père. « Papa, tu regardes quoi ?» Antoine passa un bras autour des épaules de son fils. « Je regarde le ciel. Je pensais à maman. » Léo leva les yeux vers les nuages. « Elle nous regarde aussi, n'est-ce pas ?»« Oui, mon grand, » répondit Antoine, la voix serrée. « Elle te regarde courir et elle est fière de toi. » Antoine serra son fils contre lui. Le verdict avait emprisonné le monstre, mais c'était lui, Antoine, qui devait purger la véritable peine à perpétuité, celle de l'absence. Le procès avait révélé la vérité, mais il ne pouvait pas lui rendre ce qui lui avait été pris. La tragédie de la famille Dubois servit de leçon amère à tous ceux qui l'avaient suivi. Elle rappela au monde que le mal n'a pas toujours un visage effrayant ou étranger. Parfois, il porte le masque familier d'un voisin, d'un ami, ou même d'un père. Parfois, le monstre dort sous le même toit, partage le même repas, et sourit calmement tout en cachant les secrets les plus sombres. Pour Antoine, la seule voie à suivre était de s'accrocher à la seule chose que l'obscurité